avec notre invité. On va parler de la corrélation entre la fête Kamit et le développement endogène en Afrique. Notre invité est Monchou Kokou Tsamsi, directeur exécutif de l'ONG ASDI. Cher ami, bonjour, vous allez bien? Bonjour, Ça je fait vais quelque très temps, bien. hein? Ça fait vraiment un petit moment. Ouais. J'espère que vous allez bien également. Je vais bien Ok. également. Merci beaucoup. Avant de parler donc de cette corrélation entre la fête Kamit et le développement endogène, nous allons d'abord expliquer ce que c'est que le nouvel an Kamit. Merci beaucoup, mon cher ami. Le nouvel an Kamit, c'est d'abord le nouvel an africain. Parce que au début, avant qu'on ne donne le nom Afrique à notre continent s'appelait Kama. Et donc, tous ceux qui habitaient l'Afrique s'appelait des Kamites. Voilà. Et donc, le nouvel an Kamite, c'est quoi? C'est tout comme le nouvel an chrétien. C'est tout comme le nouvel an chinois, le Ouais. nouvel an indien qui sont fêtés chaque année. Et donc, l'Afrique aussi fête son nouvel an, mais c'est méconnu de tous les Africains pratiquement. Il Voilà. n'y a qu'une poignée de mains, de personnes plutôt, qui savent qu'il y a effectivement une fête qu'on appelle, qui est dédiée au nouvel an. Et cette fête se passe souvent le 19 juillet de chaque année. Et cette année, nous avons fêté le 6259e année de l'ère kémite. Alors, cela veut dire que l'Afrique ne connaît pas sa propre fête. Alors, quel effort vous faites aujourd'hui, Monsieur Diampsi, pour permettre justement aux Africains de connaître en profondeur leur fête? Oui, effectivement, beaucoup d'Africains, on ne peut pas dire tout le monde, Ouais. parce que certains le savent. Moi-même, jusqu'à très récemment, je ne savais pas qu'il y avait une fête comme ça, mais quand je l'ai découvert, je me suis dit, ben, c'est quelque chose qu'on doit vulgariser, on doit beaucoup communiquer autour, et d'où les émissions radio, télédiffusées que nous animons ces derniers moments, d'où les rencontres également que nous organisons. Et je peux dire au passage que la toute dernière fois, nous avons organisé une fête le 19 juillet, hein, une fête en bonne et due forme entre nous. On a communiqué tout ce qui voulait était arrivé. Mais bien avant ça aussi, nous avons organisé une diffusion de films pour expliquer à nos frères, à nos compatriotes, à tous les Africains que nos ancêtres étaient très méritants, que c'est eux qui ont inventé les calendriers, c'est eux qui ont inventé la mathématique, c'est eux qui ont inventé la médecine, c'est eux qui ont tout inventé. Et nous n'avons pas à avoir honte d'eux, comme certains le disent aujourd'hui, que nos grands-parents étaient des ignares. C'est vraiment faux, c'est archi faux. Nos grands-parents étaient des savants et on nous a un peu abrutis lors de la colonisation. Voilà. On sait que cette fête est également célébrée à travers quelques pays de l'Afrique. J'ai essayé de faire les recherches en Côte d'Ivoire, par exemple, au Burkina Faso. Ouais. Est-ce que vous avez des contacts avec nos frères de ces différents pays? Je dirais que pour le moment, ces contacts ne sont pas encore très formels, mais nous avons des plateformes sur lesquelles nous nous rencontrons, nous discutons et nous réfléchissons également sur comment mettre en place cette relation entre les différents membres ou bien les différents oui, membres de ce mouvement que nous appelons le kémitisme, qui sont dans tous les autres pays pour qu'on puisse faire une fédération pour pouvoir faire certaines choses ensemble, puisqu'on le dit souvent, c'est l'union qui fait la force. Dans la suite de cette fête que vous avez organisée, il y a d'autres événements qui sont programmés, lesquels, cher Tchamsi? Beaucoup plus des événements de communication, hein, les émissions radio, télévisées. Nous avons également prévu une rencontre très prochainement où nous voulons réfléchir sur quelle tournure donner à la fête, puisque nous sommes en train de discuter, ou bien nous allons parler tout à l'heure de la corrélation entre cette fête et le Le développement développement endogène. endogène. Et donc, nous sommes en train de réfléchir pour voir quels sont les objectifs que nous allons assigner à cette fête qui ne dure pas une journée, mais plutôt, on peut lui donner un mois, 2 mois, mais qui nous permettra également de faire des événements, de faire des choses qui vont parler de l'Afrique, qui vont vulgariser les connaissances africaines et qui vont faire en sorte que les jeunes Africains puissent connaître les réalisations ou bien puissent connaître les forces de notre culture, de notre économie et tout ce qui va avec.
Bientôt, on va parler de cette corrélation. Mais bien avant, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle par développement endogène? Ah, merci beaucoup. Le développement endogène, c'est ce développement qui quitte la base et qui remonte jusqu'à la tête. Aujourd'hui, nous sommes dans un schéma contraire. On veut importer le développement, c'est-à-dire on voit les blancs faire, donc on copie ce qu'ils font et on veut implémenter chez nous. Or, ces messieurs, ils sont en avance sur nous parce que c'est leur développement. Et chaque peuple a sa marche dans l'histoire. Et donc, le développement endogène, c'est ce développement-là qui va à la source et réfléchit de manière à ce que ce soit l'individu lambda qui est au village, par exemple, qui, à travers ses efforts, à travers sa façon de faire, ses productions, tout ça là, contribue à sa manière au développement du pays. Je donne juste pour exemple le métier du forgeron qui a pratiquement totalement disparu de nos communautés. Et c'est très grave et c'est alarmant. Il y a d'autres métiers qu'on est en train d'abandonner, alors que ce sont ces métiers-là plutôt qui doivent nous aider depuis la base à développer le pays. Imaginez seulement si ces forgerons continuaient pas à faire, forger, fabriquer des outils, faire des choses, les améliorer, et les tisserands continuent pas à tisser les pagnes et tout, et qu'on consommait, c'est ce qu'on devrait aller vendre à l'extérieur. C'est ce que les Chinois devraient acheter chez nous, puisque eux, ils n'ont pas ça. Donc, ils doivent pouvoir acheter parce que nous, on vend quelque chose de spécifique à nous et notre culture, tout ce qui va avec, doit être valorisé. En valorisant tout ça là et en modernisant la partie à moderniser, nous aurons quelque chose à vendre à l'extérieur et en le vendant maintenant, on fait du développement parce qu'on va amener des ressources financières, des ressources humaines et autres au pays. Et toutes ces ressources-là vont converger vers ce que nous appelons le développement. Et dans ce schéma du développement endogène, il n'y a pas quelqu'un qui est laissé de côté. Tout le monde a ou bien atteint un niveau de vie qui lui permet d'être à l'aise dans la société. Alors qu'aujourd'hui, c'est le contraire. Nous importons du développement. Et donc, en important ce développement, nous avons créé une sorte de paupérisation d'une couche. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous disons que nous développons nos pays, en Afrique surtout, il y a une couche qui est la couche paysanne surtout, qui se paupérise de plus en plus et qui perd des repères. Vous allez voir qu'aujourd'hui, les paysans ont pratiquement tout vendu comme terrain au Togo et dans les autres pays de la sous-région, puisqu'ils cherchent de l'argent. Mais quand ils prennent cet argent, ils font quoi? Ils achètent des motos, ils achètent des trucs qui vont se gâter quelques jours après. Et donc, on perd plutôt tout ce qu'on a au détriment des choses qui sont éphémères. Au lieu de commencer le développement par la base, avant d'aller vers le haut, on a importé. Et si vous regardez aussi au niveau de l'économie, c'est d'autres personnes qui reviennent nous coloniser avec leur savoir-faire. Si on prend toutes les grandes sociétés du pays, par exemple, ils sont dans les mains des étrangers. Il n'y a pas une société comme ça, togolaise, qu'on peut citer aujourd'hui, qui est notre fierté, comme on peut le dire, par exemple, pour le Nigeria, avec Dangote. Oui. Il n'y en a pas. Donc, il faut que cela émerge depuis la base pour grandir et devenir quelque chose qui donne la fierté et qui sera aussi une référence à la jeunesse pour que la jeunesse puisse s'identifier. Voilà. Alors, ce contre-développement endogène, selon vous, est-il à la base de certains de nos problèmes en Afrique? Effectivement, la plupart de nos problèmes en Afrique viennent de là. Et les dirigeants africains d'aujourd'hui veulent développer les pays sans la population. C'est ce que moi j'ai lu dans les schémas. Parce que vous allez voir, quand ils font des plans de développement, vous allez voir qu'ils font appel souvent aux investisseurs. Or, un investisseur, par définition, c'est quelqu'un qui cherche de l'argent avec son argent. Ça veut dire, si l'investisseur vient, il met 5 000, il veut repartir avec peut-être 10 000, 20 000, 30 000. Et donc, quand vous laissez votre économie totalement dans les mains des étrangers, quand ils viennent chez vous, ils vous exploitent. Ils produisent chez vous, ils vendent chez vous, mais ils rapatrient l'argent chez eux.
Et donc, vous n'avez pas cette plus-value-là qui va vous permettre, par exemple, de faire les routes, qui va vous permettre de construire des maisons de retraite ou bien de faire ce qu'il faut pour mettre votre population à l'aise. Ouais. Donc, vous serez toujours dans ce schéma de recherche perpétuelle de financement qui va vous rendre toujours dépendant de l'extérieur. Et au finish, il peut arriver, comme les Chinois sont en train déjà de le faire, que vous ne soyez plus même propriétaire de vos ports, de vos aéroports ou bien de quelque chose comme ça. Voilà. Alors, quand vous parlez de corrélation entre le nouvel an Kamit et le développement endogène, vous voulez sans doute faire sortir quelque chose. Effectivement, nous voulons faire de cette fête Kamit, qui est une fête, moi je le dis encore, africaine, c'est-à-dire nous devons arriver à un point où tous les Africains acceptent fêter cela comme nous le faisons pour le nouvel an chrétien. Et donc, quand on arrive à ce point, souvent en Europe, chaque fête rime avec un plat spécifique ou bien une mets spécifique. Donc, on dira par exemple que telle fête c'est pour la dinde, telle fête c'est pour ceci. Donc, ça va nous permettre également de valoriser nos cultures, notre culture d'abord, nos plats, par exemple, qui sont délaissés. Aujourd'hui, quand tu dis tu manges la pâte pour certains, oh, toi tu es encore dans l'archaïsme. Non. Nous devons faire en sorte que cette pâte-là, on la mange de façon sophistiquée pour que ça puisse intéresser le chinois, pour que ça puisse intéresser l'allemand, l'indien et autres, pour qu'ils puissent venir dire, nous aussi on veut goûter à ça. Donc, cette corrélation, c'est quoi? Et nous allons essayer, à travers cette fête, d'organiser par exemple des événements pour primer par exemple nos forgerons qui sont toujours là et qui essaient de travailler toujours le fer. Nous allons essayer de primer ou bien d'organiser des événements autour des agriculteurs qui produisent bien et qui font vraiment des merveilles. Nous allons les valoriser. Nous allons essayer de faire tout ce qu'il faut autour de cette fête en mettant aussi en exergue nos plats locaux, pour que ça puisse intéresser d'autres personnes. Alors, moi, j'adore la pâte. Comment la manger de façon spécifique, monsieur Tchamsi? Merci, mon frère. En fait, nous avons un schéma, nous avons hérité d'un schéma où tout ce qui est africain, tout ce qui est noir, souvent est qualifié de, bon, pas bien ou bien pas sophistiqué. Vous verrez que quand vous trouvez des papayes très jolies, on va dire Yovo Duba, bon, ça c'est en effet, hein, mais on dit c'est pour le blanc. Donc tout ce qui est joli, on dit c'est pour le blanc. Non. En fait, nous avons beaucoup de bonnes choses. Alors, la pâte que nous avons héritée, aujourd'hui, il faut la préparer à chaud et manger. Oui, aujourd'hui, les blancs mangeaient spaghetti, mais ils ont exporté ce spaghetti-là vers nous. Donc nous devons faire en sorte que nos bars qui font les pâtes, par exemple, qui présentent la pâte, puissent présenter cette pâte de façon à ce que ça puisse intéresser d'autres. Et quand ça va les intéresser, nous irons installer aussi des pâtarias ou bien quelque chose comme ça dans leur pays et nous allons leur vendre ça. Vous avez vu comment KFC a fait pour coloniser pratiquement tout le monde entier. C'est des schémas comme ça que nous devons apprendre à nos jeunes frères. Je vais donner l'exemple par exemple de Attiéké de la Côte d'Ivoire, qui est un plat que les Ivoiriens ont fait tout pour valoriser. Vous voyez, c'est arrivé jusqu'à chez nous, mais ils ont fait une erreur. Ils n'ont pas pu le vulgariser à tel enseigne que les Chinois ont récupéré Attiéké. Les Chinois sont aujourd'hui les premiers producteurs de ce plat dans le monde. Alors que l'origine, c'est pas eux. Et le même schéma est en train de se reproduire avec le gari que nous aimons délayer avec de l'eau, tout ça là. Mais les Chinois, eux, ils sont allés, ils ont fabriqué des machines sophistiquées qui leur permettent de faire du gari en quelques minutes. Ça lave le manioc, ça l'épulche, ça le lave, ça l'écrase, ça presse, ça sèche et puis ça fait le gari. Et entre-temps, ils ont ramené ce gari-là, ils vendaient chez nous. Les gens ont commencé par crier. Je me dis, ben voilà, nous-mêmes, on est là, on croise les bras, on ne valorise pas ce qu'on a, on ne sait pas quelle est leur valeur endogène, ce que ça représente. Parce que, en plus de tout ce qu'on peut dire, en plus de la valeur nutritionnelle et tout, ces mets africains ont des valeurs au niveau de la santé également. Et ils ont des significations aussi qu'il va falloir qu'on s'approprie et qu'on puisse perpétuer en transmettant ces informations à nos enfants pour qu'ils puissent aussi la sauvegarder. Alors, on est dans une Afrique qui est colonisée, si on peut le dire, des orteils jusqu'aux cheveux. Est-ce que vos messages arrivent à percer? Je peux dire que ça passe dans beaucoup d'oreilles parce qu'on voit de plus en plus des gens qui sont très, très éveillés
et certains qui comprennent très vite le message et qui appellent pour dire oui, voilà, on vous a suivi, on est vraiment ravis de vous voir. D'ailleurs, depuis quand on a vu le docteur Ouais. Apeti, par exemple, passer, Ouais. il y a eu des réactions. Vraiment, Les il y a eu gens vraiment beaucoup de réactions, ont les voulu gens le ont contacter, appelé. ouais. Voilà. Et c'est ça que nous voulons susciter. Et petit à petit, vous savez, chaque peuple a sa façon d'être. Et lorsque votre, on appelle ça égrégore, lorsque vous délaissez ce que Dieu vous a donné naturellement et vous allez vers ce que d'autres peuples ont, vous perdez, ou bien votre égrégore perd son pouvoir. Et quand l'égrégore perd son pouvoir, vous devenez fragile, vous êtes bâillonné par le vent, on va vous malmener partout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les Africains sont maltraités partout où ils sont. En Europe, aux États-Unis, à Dubaï, partout. On marche sur les Africains. Mais il y a un adage qui dit, lorsqu'on te jette des pierres, ramasse-les, au lieu de le lancer, construis un pont. Nous, on va s'inspirer, on va se dire, ben, voilà, maintenant c'est trop, il faut qu'on se ressaisisse, il faut qu'on mette quelque chose en place, il faut qu'on travaille sur nous-mêmes, il faut qu'on soit fiers, il faut qu'on s'accepte d'abord pour que le monde aussi nous accepte. Donc tant qu'on va fuir toujours, quand on a un peu d'argent, on va courir pour aller commander nos habits en Europe, les Gucci, les Gabbana, tout ça là, et qu'on oublie qu'il y a le Quintet et les autres à côté ici, on sera toujours en train de perpétuer ce schéma de développement importé qui ne va pas nous aider à aller loin. Dans votre marche, M. Tchamsi, vous avez besoin de quel soutien? Soutien des religieux, soutien des politiques, des hommes de culture, vous êtes des hommes de culture et autres. Quel soutien concrètement? Toutes sortes de soutiens, nous on accepte avec joie. Et des soutiens financiers également parce qu'il y a des activités qui demandent beaucoup de fonds. Nous avons besoin de soutien de nos gouvernants parce que si eux ils prennent conscience, ça va vite prendre parce qu'il suffit de bonne communication de leur part et la population va se réveiller et ça va donner une fierté nationale à tout le monde. Nous avons besoin des religieux qui comprennent le message parce que moi je parle souvent par exemple des sciences ancestrales et que beaucoup n'ont pas compris. Par exemple, les religieux, ils passent leur temps à vilipender la culture africaine, à traiter de diabolique, de satanique. Mais dans un débat sérieux, quand on te demande c'est quoi le satanisme, c'est quoi le diabolique, et que tu n'arrives pas à définir cela clairement, et qu'on te prouve par A plus B que ce que tu qualifies de satanique ou de diabolique, ce n'est que de la pure science. Par exemple, je donne la vaccination que nos parents nous faisaient au village avec la poudre noire. Les gens ont qualifié ça de sorcellerie, de scarification et tout. Et donc, ils ont tellement parlé que beaucoup de jeunes refusent cela. Or, je définis toujours la vaccination par le fait que ce soit le produit ou bien le virus atténué. On te met ça dans le corps pour faire quoi? Pour que tu puisses produire des anticorps. Alors, quand on veut parler de cette poudre noire, de quoi il s'agit? Par exemple, si je dis la poudre noire contre les morsures de serpent, nos parents faisaient quoi? Ils prenaient la tête de serpent, ils ajoutaient des herbes médicinaux, ils torréfiaient le tout et c'est ça ils mettaient dans le corps de la personne. Maintenant, la torréfaction là, c'est quoi? C'est la dénaturation de la protéine, puisque nous savons tous qu'une protéine qu'on met sur le feu est dénaturée. Donc quand on le dénature, on te le met dans le corps, ça veut dire qu'on a affaibli le venin, on te le met dans le corps, tu produis des anticorps qui luttent contre ce venin et qui sont toujours là. Maintenant, quand un serpent te mord, tu n'as plus rien. Donc, ce n'est pas quelque chose de diabolique, de satanique, de quoi que ce soit, mais c'est de la pure science. Et dans beaucoup de domaines, c'est ce qui se passe, mais les gens ne comprennent pas et ils qualifient ça de n'importe quoi. Alors que c'est ça que nous devons, l'Afrique doit vendre demain aux autres parties du monde. Puisque avec ça, il n'y a pas de pollution. Il n'y a pas de destruction de la nature, il n'y a pas de production de CO2 par exemple, et tous les gaz à effet de serre qui vont avec. Donc voilà. Ces incompréhensions nous éloignent, vous voulez dire, nous éloignent des réalités africaines. Et les personnes même qui ne comprennent pas ces réalités africaines, c'est eux qui sont sur les médias, par exemple, quand on prend les pasteurs, qui n'ont pas compris. Parce que beaucoup de pasteurs ont aujourd'hui compris. Et ils ne combattent plus, ils ne disent plus du n'importe quoi, mais beaucoup aussi n'ont rien compris, ils racontent que ce qu'ils savent et c'est faux.
Et donc, ils induisent des fidèles qui les suivent en erreur. Et ça, c'est très grave. Il faut que nous nous ressaisissions et que nous retournions à l'école de nos ancêtres pour apprendre de car c'est des êtres très sages, très intelligents, et nous ne les égalons même pas. Est-ce que vous pensez que la religion elle-même, elle est imposée et nous éloigne de nos réalités africaines? Ça, c'est sûr, puisque quand on suit même le discours de Léopold II qui a marqué le début de la colonisation en Afrique, la mission était claire. Aller leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bon, et donc ils n'ont qu'à nous suivre, comme ça on pourra les soumettre. Et c'est ça le message. Et pendant qu'ils nous donnaient la Bible, ils prenaient nos terres, ils prenaient nos ressources naturelles, ils prenaient tout. Et donc, ce schéma a été perpétré. Aujourd'hui, les gens affament leurs enfants à la maison pour pouvoir aller, par exemple, cotiser à l'église. Je connais des parents, le samedi, l'enfant dit, oui, je veux faire la lessive. Il dit, je n'ai rien, fous les camps. Mais le lendemain, c'est lui qui danse pour aller cotiser 1000 francs à l'église. À quoi ça sert? Même le message de la Bible même dénonce cela. Mais aujourd'hui, les pasteurs font fi de cette dénonciation et ils ne font que vanter l'autre côté qui leur permettent de s'enrichir sur le dos de la population. Alors, vous embrassez, si on peut le dire, les cadres du Togo. Est-ce que ce combat se fait spécifiquement à Lomé ou c'est fait sur toute l'étendue du territoire national? Le combat, pour le moment, nous qui sommes à Lomé, nous continuons le travail. Nous avons des gens qui sont à l'intérieur du pays également, qui nous rejoignent de temps en temps et qui font ce qu'ils peuvent faire aussi à leur niveau. Mais je ne peux pas dire pour aujourd'hui que le combat est totalement structuré et que c'est arrivé au point où je peux dire tout Lomé est quadrillé, quelque chose comme ça. Non, vous êtes en train de poser les fondements. Voilà, ce sont ces réflexions-là qui sont en cours actuellement. Et nous comptons sur vous, surtout les médias, pour nous aider à apporter ce message, ou bien ces messages à la population, pour que cette population puisse se réveiller, parce que nous sommes la majorité en train de dormir. Voilà. Alors, apporter ces messages, oui, c'est un peu vague. Qu'est-ce que vous voulez de nous concrètement, M. Tamsi? Merci beaucoup. Nous voulons que vous nous permettiez de passer de temps en temps des messages sur notre culture, notre propre développement, comment nos ancêtres ont fait pour, par exemple, inventer certaines choses. Et ceci va ouvrir l'esprit à beaucoup de nos compatriotes. Déjà, c'est un grand pas. Nous donner cette facilité de passer les messages que nous avons. Est-ce qu'il urge aujourd'hui de créer peut-être des écoles ou bien des centres de réflexion? Je peux dire oui, mais il faut également former ceux qui vont aller prester dans ces centres de formation. Voilà. C'est ce qui est très important parce que si tout le monde n'est pas bien informé et on envoie, excusez-moi, des illettrés formés d'autres personnes, ça va créer encore un autre problème. Je parle d'illettrés en sens figuré. Je ne parle pas de celui qui a été à l'école, non. Donc, quelqu'un qui est bien cultivé, bien formé, qui est envoyé sur le terrain, va divulguer le bon message. Et nous, on est en train de programmer un travail qui est de retourner à la source d'abord. Aller questionner nos grands-parents, leur demander comment certaines choses se faisaient, puisque avec la modernisation, on a ignoré ou bien on a oublié beaucoup de choses. Donc, nous devons d'abord nous réapproprier tout ça là et ensuite aller vers la formation d'autres personnes qui pourront également aller prester, puisque si on ouvre aujourd'hui les centres de formation, nous aurons un premier problème qui est la disponibilité des formateurs. Alors, vous menez ce combat au Togo, on l'a dit tout à l'heure. Serge Bayala, par exemple, et ses amis mènent également ce combat au pays des hommes intègres. On a également parlé de la Côte d'Ivoire. Vous aviez dit que vous travaillez sur des plateformes. Est-ce qu'il est prévu des rencontres entre Africains dans l'avenir? Oui, je peux dire que même ne serait-ce que cette année, on a créé une plateforme pour pouvoir fédérer tous ces mouvements. Et donc, les réflexions continuent là-bas. Il est vrai que c'est un peu difficile pour le moment. Les moyens n'étant pas au rendez-vous, comment déplacer d'autres de tel pays vers tel autre pays, c'est un peu compliqué pour le moment. Mais nous y travaillons de façon endogène également. Et
nous voulons que cela se fasse de façon naturelle pour que demain, ça ne se coupe plus comme cela avait été le cas dans le passé. Montou Kokou Tchamsi, directeur exécutif de l'ONG ASDI. Nous sommes au terme de notre entretien si riche. Vous avez sans doute quelque chose à ajouter. Peut-être que je n'ai pas posé certaines questions. Vous voulez apporter sans doute quelque chose. Oui, je voulais juste dire que d'abord, le nouvel an Kamit ou bien le nouvel an africain qui est fêté le 19 juillet de chaque année marque également le début de nos fêtes traditionnelles. Vous allez voir que c'est juste après cette fête que d'autres fêtes seront programmées dans le mois d'août et septembre. Et donc, c'est déjà un signe et que nous devons nous concentrer pour pouvoir faire quelque chose et valoriser cette date. Le deuxième message, c'est de dire à nos grands-parents qui sont encore au village ou bien à tous ceux qui nous suivent et qui ont encore des grands-parents qui détiennent encore des secrets, des sciences, de leur dire d'aller en même temps vers ces personnes-là pour pouvoir acquérir ces connaissances en attendant. Parce que le moment vient, le temps, l'heure de l'Afrique est en train de sonner où nous allons pouvoir vendre ce que nous sommes au reste du monde. Puisque comme nous ne le faisons pas, il y a déjà d'autres qui veulent le faire. Il y a des Américains, il y a d'autres, il y a des programmes même qui viennent copier ce qui se faisait en Afrique et qui sont en train déjà de le développer dans leur laboratoire. Et ils reviendront bientôt nous le vendre. Et là, on va courir derrière pour applaudir que c'est la science. Avec vous, on a parlé de l'Afrique et de la corrélation entre la fête Kamit et le développement endogène. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Montou Kokou Tchamsi, vous êtes le directeur exécutif de l'ONG ASDI. Infini merci à vous. Je vous remercie également. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière on reçoit Essok Kwamivi, Akleso, Dominique Lamnon et Honorable Soleil Obekou pour la suite.